Barbara Butch, victime de la bête immonde, de l'antisémitisme, de la France insoumise et de la gauche radicale. Bon, on va devoir parler de tout ça avec Chris parce qu'on est de tout cœur avec Barbara Butch qui a vécu quelque chose d'horrible ces derniers jours. Et on va pouvoir en parler. Alors, vous avez peut-être suivi l'histoire. Barbara Butch, donc, qui est une DJ qui beat un peu. Enfin, voilà, elle est plus connue pour des bad buzz que pour la musique. Je suis peut-être un peu méchant, mais c'est un peu vrai. Moi, j'aime pas trop ces artistes qui vivent que sur du bad buzz. Fait exprès ou non, on va voir ça, mais voilà. Donc personne ne connaît une musique, mais qu'on connaît pour des bad buzz, c'est quelque chose qui arrive beaucoup aujourd'hui avec les réseaux sociaux. Et c'est un peu dommageable, je trouve. Ouais. Et donc il y a eu une séquence à Grenoble où il y a eu des manifestants pro-palestiniens et peut-être des gens de la France Insoumise. Je ne sais pas si c'était revendiqué par la France Insoumise, mais en tout cas, les médias ont dit que c'était la France Insoumise qui a tracté devant son spectacle. Il y a des gens qui auraient lancé des trucs. Alors au début, ils parlaient d'être caillassés. Maintenant, on dit peut-être qu'il y a des graviers qui ont été jetés. Bon, à la fin, on va se rendre compte sûrement. On va se rendre compte à la fin qu'il va y avoir une bière qui a été lancée et 3 graviers. Et donc, on a cette DJ qui donc a eu des militants pro-palestiniens contre elle parce qu'elle avait signé la tribune pour la loi Yadan avant de se retirer sous la pression populaire, et puis parce qu'elle avait aussi joué à Tel Aviv il y a 1 an pendant la Pride de Tel Aviv, donc des choses qui sont quand même pas rien après 2 ans de génocide. Et ça a été repris en boucle par l'intégralité des médias pour nous expliquer que c'est la preuve de l'antisémitisme de la France insoumise. Et elle a été beaucoup interviewée par rapport à ça, où elle-même reprend tout un narratif qui est de dire l'antisémitisme a un autre visage, pour dire que bon, avant c'était l'extrême droite, mais maintenant quand même il y a des gens à gauche qui seraient antisémites. Et donc on va pouvoir en parler avec Chris. Chris, comment est-ce que ça va ? Est-ce que tu es chaud pour parler de tout ça ? Ouais, ça m'intéresse vraiment parce que donc on était en vacances, donc vous avez pu réviser avec les capsules essentielles. J'espère que vous êtes chaud bouillant là. Donc on revient avec les capsules inédites d'actualité. Et on sortait, tu te rappelles, la capsule, les capsules Mélenchon. Comment Mélenchon va être diabolisé, le nouveau Le Pen et tout. Et là, on se retrouve face à une opération alors d'été, estivale, donc mode festival, festoche, Barbara Butch, DJ, mais vraiment une opération montée de A à Z. Excusez-moi, j'ai encore fait ce fameux gimmick, mais voilà, avec exactement tout le fil. Au départ, un événement local. J'ai vu des articles comme quoi la FI serait pas très content. Effectivement, on peut discuter de la forme. Est-ce que l'opération a été bien menée? Est-ce qu'il n'y a pas eu des CSC et tout? Enfin bref, en tout cas, un événement local de boycott et, moi je le dis clairement, d'empêchement, et on reviendra peut-être là-dessus, à des gens comme Barbara Butch de tenir un concert parce qu'elle fait partie de la propagande israélienne. Moi, je trouve ça normal. Et le sacro-saint, non, on n'empêche pas les artistes. Tu vois, tu parlais d'artistes, déjà, les DJ, ça reste quand même des artistes qui vivent sur la musique des autres, tu vois, en général. Tu vois, donc, Oh là bon. là là, je suis pas d'accord avec cette Non, texte. non, je rigole. Non, mais en plus, j'adore les DJ, il y a plein. Ouais, mais surtout que tu sais, le fait rien de reprendre d'autres chansons, c'est l'histoire du jazz, c'est l'histoire du rock, du blues, tout ce que tu veux, tu vois, toujours de rejouer d'autres chansons. Alors, même si les gens les jouent avec des instruments, bah, le DJ il fait ça aussi. On part jamais de zéro, je suis d'accord, et voilà, donc. Mais voilà, j'ai envie de faire un truc, parce que tout à l'heure, tu parlais de. Voilà, Cette chaîne Chris crache sur les écolos, personne ne le coupe, mais crache sur les DJ, il est tout de suite coupé. Je fais mon Adorno, tu sais, genre non, je préfère la grande musique et tout. Non, mais j'aime bien les DJ, mais ça, tu vois. Et donc elle arrive et il faudrait, soi-disant, la laisser, etc. Bah non, je veux dire, empêcher le concert de quelqu'un, empêcher le concert de, je sais pas, de Patrick Bruel, empêcher le spectacle d'Harry Habitant, empêcher des films de Roman Polanski, ça fait partie de ce qu'a toujours fait la gauche, tu vois. Donc j'aimerais bien ce qu'elle nous dise Barbara Butch sur quand on a arrêté le spectacle d'Harry Habitant. Tu vois, est-ce que c'était un problème quand on arrête Patrick Bruel, quand on arrête les spectacles de Roman Polanski? Donc voilà, je voudrais savoir si elle condamne les féministes qui s'attaquent, tu vois, à la liberté des artistes. Donc voilà, ça, il y a cette opération-là. Et surtout, là où... Je voudrais t'arrêter là-dessus, parce que moi, justement, c'est un truc que je trouve intéressant. Je suis sûr que Barbara Butch ou Butch, je sais pas comment ça se dit, mais serait d'accord pour qu'on arrête des artistes qui seraient... Dieudonné, par exemple, qui seraient considérés comme étant antisémites.
parce qu'elle considère que c'est une valeur, et moi je suis d'accord avec elle, tu vois, quelqu'un qui a si tu considères que quelqu'un Emmanuel Valls, il veut intrinsèquement... empêcher Dieudonné. Non, mais moi je dis pas qu'il faut empêcher Dieudonné, je dis que si tu considères intrinsèquement qu'une personne fait de la propagande qui va à l'encontre de tes combats politiques, je comprends que tu aies envie de l'empêcher, tu vois. Et en fait, le truc, c'est qu'elle ne comprend pas, ou elle ne veut pas le comprendre. Moi, je pense que c'est plutôt ça, parce que je pense qu'elle est assez intelligente pour faire un peu la vierge effarouchée, qui ne comprend pas que c'est politique d'aller jouer à Tel Aviv en 2025. Vous imaginez, hein, c'est après 2 ans de génocide. C'est comme si vous alliez jouer en Allemagne nazie en 41, tu vois. Ouais. Enfin, je veux dire, En c'est 38, quand même pas rien, tu vois. C'est après les JO de 36, tu vas 2 ans après, tu dis Moi, c'est pas tous les Allemands non plus. Oui, c'est ça. Elle va dire je suis pas d'accord avec le gouvernement. Ouais, d'accord, mais tu vas quand même dans le pays, dans un truc, en plus la Pride de Tel Aviv, qui est l'archétype de la propagande israélienne pour dire regardez, nous avec l'LGBT, on est ouvert, alors que les Palestiniens, eux, ils jettent les LGBT du haut des toits. Enfin, c'est vraiment la Pride de Tel Aviv. Au niveau d'événements de propagande israélienne, ça se place là. C'est peut-être le plus gros événement de propagande pour Israël, tu vois. J'en connais pas d'autres qui soient plus gros, tu vois. Donc c'est pas rien d'aller jouer là-bas. Et ce que je voulais dire en revenant à mon truc, c'est que elle considérerait, je pense, normal que pour des valeurs qu'elle considère anti-humanistes, on puisse empêcher un artiste. Sauf qu'elle ne comprend pas que nous, on considère que ces valeurs sont anti-humanistes, que ce qu'elle fait, en fait, est réactionnaire, et que c'est pour ça qu'on veut empêcher ce genre d'artiste. Ou elle ne veut pas le comprendre, tu vois. Clairement, enfin, je veux dire, c'est l'histoire de la gauche en plus, le boycott et tout. Enfin, je veux dire, c'est comme si tu dis, mais c'est le même genre. J'ai vu Sandrine Rousseau qui disait oui, c'est une honte, machin. Sandrine Rousseau serait d'accord si on allait empêcher, si on allait manifester contre quelqu'un, je sais pas, contre Alain Soral, tu vois. On irait manifester contre Alain Soral. Sandrine Rousseau, elle irait jamais dire non, c'est une honte, soutien Alain Soral, il a pris des graviers, je sais pas quoi, tu vois. C'est un artiste. Elle ne dirait jamais ça, tu vois. Ouais. Et là, elle va aller dire ça pour quelqu'un d'autre parce que Sandrine Rousseau, on vous l'a déjà dit 10 000 fois, c'est pas une camarade et elle va bouffer là où il y a le plus de spotlight. Et là, elle peut préserver son poste et elle est un peu entre deux, entre la mairie de Paris qui pourrait un peu lui donner du lest et puis toute la team du PS, Emmanuel Grégoire et tout. Et puis la France Insoumise qu'elle veut pas non plus trop tacler parce qu'elle pourrait avoir son soutien, quoi. Mais vraiment, les gens comprendraient. Alors j'ai pris Alain Soral, c'est peut-être différent parce que c'est vraiment un idéologue, mais disons... je sais pas, un artiste qui serait d'extrême droite. Oui, Dieudonné, c'est pas mal, tu vois, ou historiquement, un Céline ou quelqu'un comme ça, ou un Blanc-Rue, tu vois. Ouais, c'est ça. Mais c'est là où, justement, on est obligé de faire tout ce préalable là en intro. En plus, ça fait 10 jours qu'on n'a pas tourné, voilà. On est content de vous retrouver. Mais on est obligé de faire tout ça parce que, comme tu dis, toutes ces contradictions montrent que c'est une opération. Et comme je disais au départ, tu as tout un événement local. Ensuite, tu as un emballement médiatique autour de ça. Et ensuite, tu as un déroulé ciblé vraiment. Tu sais, avec le vrai rempart dont on parlait, nous, il y a déjà 1 an et demi, qui allait se mettre contre Mélenchon, c'est-à-dire la droite, l'extrême droite, et la même logique reprise par la gauche. Tu vois, en disant, ça y est, c'est l'antisémitisme, etc. Et là, il y a tout un déroulé avec Plenel, Le Monde, Libé, etc., qui essayent... Toi, tu cites que des médias de la CIA. Ouais, pour moi, c'est littéralement cette même opération. Et d'ailleurs, la CIA permanente, je sais pas ce qu'elle a dit là-dessus, si elle a défendu Mélenchon et tout. Mais je pense, en vrai. En vrai, t'es mauvaise langue. C'est ça. Moi, je sais pas. Je les ai vus quand même plus motivés à défendre les Malouines pour les Argentins qu'à défendre Mélenchon. Voilà, mais chacun ses positions. Mais donc, bref, pour revenir à ça, tu vois, il y a vraiment un cordon qui est en train de se créer. Et ce que tu as dit tout à l'heure sur Rousseau, mais on va le voir, c'est un moyen pour l'autre gauche, nous on l'a dit, de se reconstruire, c'est-à-dire de se refaire les plumes contre Mélenchon. C'est-à-dire d'apparaître dans la radicalité d'une gauche de rupture, soi-disant, qu'allait transformer le capitalisme qui fait bifurquer, mais contre Mélenchon, qui serait lui trop antisémite, incapable de gagner le second tour, et qui aurait perdu des barrières. C'est pour ça que même des personnes comme Sandrine Rousseau, et elle est vraiment... Mais vraiment, j'en peux plus. Moi, j'ai essayé de lui tendre la main. Je suis dégoûté par cette personne. C'est une des premières à avoir pris la parole là-dessus. Elle vient taper sur la France Insoumise à ce moment-là. Et justement parce qu'elle se dit, tiens, il y a moyen de reprendre des points à Mélenchon dans la rupture, tout en tapant sur lui et en faisant vraiment ce que nous, on a prévu, le Jean-Marie Le Pen de 2002, c'est-à-dire
un type... Attends, elle tape pas vraiment dessus. Elle va dire moi je condamne ce qui s'est passé sans citer la France Insoumise, ce qui est encore pire parce que c'est pas courageux en plus. Ce qui est pire, c'est lâche, voilà. Et elle est exactement ce qu'était la droite chiracienne, tu sais, par rapport au Rassemblement, enfin au Front National, comme on l'appelait à l'époque, tu vois. Des gens qui reprennent ses idées, etc., mais qui veulent faire du beurre à partir de ça. Donc, c'est vraiment là une opération de diabolisation de Mélenchon. Et il faut pas être dupe. Hein. Là, c'est les derniers soubresauts de la gauche qui est empêtrée dans ses multiples primaires. On refera des capsules là-dessus, etc. Pour continuer d'exister. Parce que là, Mélenchon est trop hégémonique. Il prend toute la lumière à gauche et il est en train de les écraser. Donc là, c'est une opération contrôlée. C'est là où on peut peut-être interroger sur la finesse de l'opération à Grenoble. Parce que à un moment donné, à 1 an de l'élection, faut peut-être pas non plus chercher, tu vois. Moi, je pense qu'il fallait faire ce boycott, il fallait faire cette opération, il fallait empêcher Barbara Butch, il fallait faire de la sensibilisation. Après, j'ai l'impression que c'est un peu parti en couille et que du coup, ils sont obligés de rétro-pédaler. Et on a vu la France Insoumise rétro-pédaler. Mais clairement, l'empêchement, le boycott, etc., c'est des stratégies de base pour quand on lutte contre l'apartheid, quand on lutte contre des États coloniaux, de l'Afrique du Sud à BDS aujourd'hui. Donc là, il faut soutenir la France Insoumise là-dessus, sur cette logique-là. Et il faut dénoncer ce qu'est Barbara Butch. Barbara Dutch, comme on pourrait l'appeler maintenant, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Mais, mais du coup, on est dans le narratif de diabolisation de Mélenchon, de le mettre du côté de l'antisémitisme, au profit d'une gauche, mais qui est morte. Parce qu'elle, elle représente, ce que tu as dit tout à l'heure, une espèce de gauche, soi-disant progressiste, etc., mais qui ne sert qu'un agenda réactionnaire, c'est-à-dire taper sur les musulmans, taper sur les mouvements pro-palestiniens pour les assimiler à des antisémitismes, pour défendre des choses, mais qui sont vraiment, mais tu vois, genre. Mais ça s'est vu, hein, elle a dit hégémonique oui. à gauche, quoi. Tu vois, quand elle a annoncé sa plainte, on porte plainte contre la France Insoumise et Alain Soral, tu vois, histoire de dire c'est la même chose à Alain Soral et la France Insoumise sur le truc délirant, tu vois. C'est une dinguerie. Et à côté, elle va justement créer une collusion sur les valeurs qui serait un ensemble de Barbara Butch à Jean-Philippe Tanguy. Tu vois ce que je veux dire? Elle recrée un système de diabolisation et un système de c'est quoi l'arc républicain. Et nous, on l'a dit, alors pour le coup, on l'a dit dans les capsules, mais vous pouvez aller voir ce vieil article qu'on avait fait avec Stefano Palombarini en 2021, donc avant même l'élection de 2022. Il est en train de se créer cet arc-là, et la gauche non mélenchoniste qui se revendique encore de gauche a besoin de ça, et Barbara Butch est la cliente propagandiste parfaite parce qu'elle est soi-disant gauche radicale, féministe, anti-grossophobe, pro-LGBT et tout, mais par contre lâche, traître et inconséquente sur la réalité de ce qu'est l'impérialisme, le colonialisme et le fait qu'il y ait un génocide dans le monde. C'est-à-dire là, en plus, moi je demande pas, nous on est des militants pro-palestiniens depuis un moment, tu vois, et il suffit de remonter le fil de ce qu'on fait depuis Position Revue et même avant. Je demande pas à ce qu'elle soit, tu vois, que tout le monde soit à ce niveau-là. Mais je suis désolé, quand tu es de gauche radicale après le 7 octobre, t'as pas le droit de pas considérer ça comme premier, quoi. C'est-à-dire comme un élément fondateur d'une gauche radicale. C'est ce que j'allais dire. Voilà. Et justement, moi, je suis contre le truc de on hiérarchise pas les luttes. On hiérarchise les luttes. Ouais, on hiérarchise. Et à un moment donné, aujourd'hui, avec l'offensive impérialiste à la fois de Trump et Netanyahu, qui travaillent main dans la main, ils ont même voté, là, je crois, au Congrès américain, le fait qu'il y ait une articulation entre l'armée israélienne et l'armée américaine. Tu vois, c'est-à-dire que vraiment quelque chose qui était déjà là de fait, hein, en réalité, mais qui devient de plus en plus officiel. Et aujourd'hui, la lutte contre l'arc atlantiste, contre l'impérialisme, que ce soit, on vous en parle, à Cuba, au Venezuela, et aussi le génocide en Palestine qui est central, c'est vraiment quelque chose de très très important. Et tu peux à côté de ça être militant avec la mairie de Paris pour faire une belle Pride ou je sais pas trop quoi, c'est très bien. Mais pour moi, c'est pas à mettre sur le même plan. Je préfère quelqu'un qui ne va pas à la Pride de Paris. Bon, s'il va à la Pride de Tel Aviv, c'est une autre question, tu vois, mais qui ne va pas à la Pride de Paris ou qui est pas militant anti-grossophobe, que quelqu'un qui en a rien à foutre du génocide en Palestine, quitte à aller jouer à la Pride de Tel Aviv. Tu vois, pour moi, c'est quelque chose qui est vraiment fondamental aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que le capitalisme est en crise et l'impérialisme, la déshumanisation, le génocide, c'est ce qui nous envoie à la guerre. C'est pas la grossophobie qui nous envoie à la guerre. La grossophobie, c'est grave aussi, hein, je dis pas le contraire. Mais ce n'est pas la même chose. C'est vraiment pas la même chose dans l'analyse qu'on doit faire du monde aujourd'hui. C'est du vivre ensemble en temps de paix, ce qui est nécessaire, et on préférerait tous. Et moi, j'aimerais un monde, je vais te dire, où la grossophobie
tu vois ce que je veux dire, soit le combat principal, tu vois, dans la hiérarchie. Ça voudrait dire qu'on a évacué la guerre, les génocides, l'impérialisme, tu vois ce que je veux dire, qu'on est encore dans un monde pluriel où on essaye de vivre ensemble. Là, on parle de gens qui génocident d'autres choses. Il n'y a même pas de vivre ensemble, il y a vivre tout court là. Tu vois, donc effectivement, c'est indispensable d'avoir cette hiérarchie matérielle. Ce que tu viens de dire là, cette équivalence là, est littéralement ce qu'on appelle la hasbara, c'est-à-dire la propagande extérieure en Israël, c'est-à-dire les éléments de langage israélien pour pouvoir défendre l'entité sioniste comme la plus grande démocratie du Moyen-Orient, les droits les plus avancés du Moyen-Orient par rapport au monde arabe qui serait archaïque, et voilà, c'est vraiment l'argumentaire sioniste. Nous, on l'a dit dans un tweet avec Position Revue, on a dit militante sioniste de Barbara Butch, les gens disent « Ah non, elle n'est pas militante sioniste, elle est revenue sur la loi Yadan ». C'est une militante sioniste. Qu'elle le sache ou non. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je suis pas dans la tête de Barbara Bush, j'en ai rien à foutre, je veux pas savoir quel rapport elle a avec ça ou quoi que ce soit. Tout ce qu'elle fait, Je pense qu'elle est sioniste. Elle est pour l'existence de l'État d'Israël. Je veux dire, déjà, de tel base, qu'il elle est est sioniste. constitué avec l'apartheid, sur d'une loi juive, avec une hiérarchie. Oui, je pense qu'elle est pour exactement. un État juif. Voilà, exactement. Oui, c'est pas. Après, elle dit oui, je suis Palestine. critique de Netanyahou, mais c'est le discours de tous les sionistes en France d'être critique de Netanyahou. C'est Mais très oui. rare les gars qui te disent, Mais y a même à part Meyer Habib et Caroline Yadan, pour qui elle voudrait que ces lois passent d'ailleurs. Enfin, il y a quand même un accord un peu, au moins, pas tacite, mais je veux dire, quand tu fais une tribune pour soutenir la loi de quelqu'un qui soutient Netanyahou, à un moment donné, tu soutiens Netanyahou aussi. Mais je veux dire, le discours de Jérôme Guetch, par exemple, c'est de dire, ah bah non, mais moi je suis pour la gauche israélienne. Mais la gauche israélienne est pour le génocide. Et on a Tu vois, c'est bien le problème, tu vois. Et c'est toute la société, même Finkielkraut a tapé sur Netanyahou et Lieberman et le Likoud et tout ça justement parce qu'ils disaient mais en fait ils nous conduisent à la catastrophe, c'est-à-dire les gens vont vraiment vouloir en finir avec Israël tellement ils font n'importe quoi, tu vois. Donc c'est littéralement le fait d'être sioniste, c'est considérer qu'il est légitime qu'un foyer juif s'installe en Palestine en dépeuplant des parties de la Palestine des gens arabes et musulmans via la Nakba de 47. C'est ça être sioniste. Voilà, c'est créer un foyer juif, nationaliste juif. Donc il va falloir le comprendre. Quand vous considérez que ça c'est légitime, que le nationalisme juif puisse exister à travers la colonisation, l'expropriation et le déplacement de population, vous êtes sioniste. Peu importe si vous voulez faire ça gentiment, avec des fleurs au fusil ou avec du phosphore blanc, vous êtes sioniste. Et donc, là, pour le terminer, parce que ça, c'est vraiment le fond, il faut qu'on voit, voilà, maintenant, je te dis, c'est une opération calculée de la gauche, comme tu l'as dit, Emmanuel Grégoire. Vraiment. Et là, c'est important. On l'a dénoncé. Allez voir la vidéo qu'on a fait avec Zoé. Je pense qu'on dit beaucoup de choses là-dessus. Tu sais, c'était celle avec Alice Coffin, etc. C'est une gauche ultra-sioniste, qui veut fédérer autour d'elle, c'est un PS, voilà, qui veut fédérer autour d'elle le PCF et les Europe Écologie, comme elle a fait au premier tour de l'élection municipale contre Mélenchon. Voilà. Donc, c'était une répétition générale. Et ce rapport à Israël, ce rapport à la géopolitique, ce rapport à l'impérialisme et à l'atlantisme est fondamental dans la construction de cet arc-là. Et Hollande va arriver pour ça. Donc là, on est vraiment au croisement de la propagande israélienne, de la propagande de pinkwashing, comme on dit, qui existe depuis 15-20 ans, et on va dire de l'agenda court terme d'une gauche anti-Mélenchon qui veut exister contre une ligne pro-palestinienne, parce que je le rappelle, et nous on le dit, Mélenchon, quand il sera élu, ses premiers mots devront être pour la Palestine, pour les Palestiniens et pour l'existence de ce peuple, c'est fondamental. Ouais, et quand tu dis que c'est un coup monté de la gauche Emmanuel Grégoire, ça veut pas dire que c'est un coup monté d'Emmanuel Grégoire, mais de cette gauche, qu'on comprenne bien, c'est pas quelque chose de bassement complotiste, mais c'est-à-dire qu'il y a une reprise par tous les médias qui soutiennent cette gauche, Libération, Le Monde, tout ça, et ces réseaux-là pour appuyer et dire qu'au final, le problème, c'est quand même l'antisémitisme de Mélenchon. C'est important que tu dises ça parce que c'est pas parce qu'un événement vous sert votre agenda et que vous en profitez un maximum que vous l'avez monté. Il y a une fabrication de l'événement. Vous voyez, si par exemple la gauche était rassemblée autour de Mélenchon, ce truc à Grenoble aurait été identique, mais n'aurait pas fait tout cet écho-là. Ou en tout cas, il l'aurait fait dans une sphère, tu sais, où le barrage républicain, où tu sais, ça aurait été la droite et l'extrême droite, voire le centre qui aurait fabriqué ça, puis après il y aurait une solidarité. Donc ça aurait été un sous-événement. Là, c'est un événement qui est le même fait, mais comme il sert l'agenda de cette gauche-là, quand on a parlé de Rousseau à Grégoire, à Hollande, etc., et bien là, il est monté en épingle, et du coup, donc il y a une fabrication de l'événement. Voilà, de un groupe local
pas très bien organisé, pas très sérieux, qui essaye de monter une opération légitime de boycott et d'empêchement qui, je sais pas, qui leur échappe ou je sais pas, ça devient un événement. Ça, moi j'en sais rien, parce que Oui, c'est oui, non, possible. C'est Mm. possible aussi que ce soit juste un truc grossier, Oui, t'as raison, t'as grossi raison. par les médias. Tu sais, comme l'affaire de Rank au début, c'était Ouais, exactement, je suis la d'accord. gauche a tué un mec qui était pour Ouais. rien. À la fin, tu te rends compte que le gars c'est Himmler en personne, qui est lui-même allé attaquer des mecs et qui a fini par se prendre un coup. Tu vois, c'est pas pareil quand même. Non, mais c'est pour ça que je prends, comment dire, Oui, tu prends le pire qui pourrait arriver, le pire qui c'est pourrait un coup mal arriver, c'est un monté. coup mal monté, tu vois. Mais de là, pour eux, ça devient la nuit de cristal. Tu vois ce que je veux dire? Ça devient 38, quoi. Tu vois, donc, et ça, c'est pas du complotisme, c'est juste, il y a des faits. Des faits, il y en a tous les jours, à tout moment. Et quand vous avez un agenda politique, vous choisissez celui qui vous sert le plus et vous le montez et vous faites porter votre parole politique dessus. Et c'est ce qui est en train de se passer. Ouais. Bon, on va pouvoir commencer la capsule. J'aime. Donc, We are back. We are juste so pour, back. pour reprendre un peu, moi, ce qui me fait penser qu'il y a quand même quelque chose d'un petit peu réfléchi, parce que Barbara Butt, j'imagine qu'elle était au courant qu'elle allait avoir au moins de la contradiction dans cet événement. Elle se barre en plein spectacle face au huée sur la chanson Imagine de John Lennon. Déjà, je pense que c'était réfléchi à l'avance, parce que c'est un fait un petit peu... Chanson d'une niaiserie, très belle chanson, hein, mais toujours pareil avec les Beatles. Moi j'adore les Beatles, grand groupe, j'ai des grands débats. D'ailleurs avec ma femme et avec Zoé qui déteste les Beatles, j'accepte. C'est des rares contradictions qu'on a à la pas du team, hein, c'est pas aimer les Beatles quoi. Quand même, Zoé elle a du mal, mais vraiment d'une niaiserie absolue quoi. Faut pas trop dire les paroles de John Lennon, même si la chanson est magnifique quoi. Voilà. Et puis j'aime bien parce que c'est repris du coup par un compte d'extrême droite, comme quoi voilà, elle est détestée là depuis son soutien à la loi Edan. Et ils mettent l'artiste femme obèse, juive et lesbienne avait pourtant toutes les cartes pour réussir dans le monde de la culture. C'est-à-dire qu'elle est reprise par des mecs qui t'expliquent que quand t'es juif, t'as toutes les cartes pour réussir dans le monde de la culture, tu vois. Et ça lui pose pas de problème, tu vois. Mais qui se Ce truc battent ultra contre antisémite, c'est trop ça, c'est. Qui se battent contre l'antisémitisme. Oui, c'est ça, ce mec se bat contre l'antisémitisme. En comptant les juifs dans la culture et en disant que ça aide. Ouais, le retournement est fou, quoi. Ouais, alors, on apprend des choses quand même intéressantes. On apprend quoi? On apprend que donc il y a Boren Kroot qui était camarade. qui est un Madame. camarade avec qui on avait fait tu avais fait un live après le 7 octobre justement, donc qui est un quelques jours camarade après, qui est militant chez Tzedek et qui nous met cet extrait. Donc elle, c'est l'avocate de Barbara Butt, et c'est après qu'il y a eu la cérémonie des JO où elle avait subi du cyberharcèlement par extrême droite. Nous, on a eu de la chance parce qu'il y a eu plusieurs personnes qui ont bien voulu nous aider à identifier les comptes, notamment une entreprise privée qui s'appelle Cyberlights, dont le PDG David Alouche, qui nous a tout de suite proposé son aide pour identifier le maximum de personnes grâce notamment aux algorithmes que lui et son équipe ont développés. Donc forcément, quand on est arrivé... Donc en gros, elle explique qu'il y a une start-up israélienne de cyber-renseignement qui les aide à identifier des personnes. Tu vois. Donc tu vois quand même qu'on est dans des réseaux un peu particuliers. C'est pas une meuf juive random qui est victime. Tu finis pas avec des mecs de cyber-renseignement israéliens qui te proposent leur aide quand t'es une juive random qui subit de l'antisémitisme, tu vois, ou de la grossophobie, ou je sais pas trop quoi. En tout cas, c'est ce qu'on disait. En tout cas, qu'elle le sache ou non, moi je m'en tape, je sonde pas les âmes. À la fin, il y a tous les ultrasionistes qui mettent leur réseau et leurs moyens matériels pour pouvoir taper sur la France insoumise et aider... Alors là, c'était pour taper sur l'extrême droite. C'était pour l'aider à reconnaître du cyberharcèlement d'extrême droite à l'époque. Ah oui, d'accord. En tout cas, pour elle, l'extrême droite, c'est pareil, on va le voir, que LFI, puisqu'elle porte plainte contre les deux en même temps. Voilà, donc là, elle va revenir sur cette histoire du tract et elle va nous expliquer ceci. On voit que la section La France Insoumise locale affirme que c'était une manifestation pacifique. Ce matin, la présidente du groupe LFI à l'Assemblée, Mathilde Panot, a reconnu, je cite, un mauvais tract. Elle assure qu'il n'y a pas d'antisémitisme. Est-ce que vous êtes satisfait de ces propos? Mais pas du tout. En fait, il n'y a qu'à revoir le tract. Là, je suis quand même assez en colère. Je veux bien être la militante de l'amour, mais je ne suis pas non plus la niaise du pays. Militante de l'amour qui joue à Pride de Tel Aviv en 2005. il faut quand même beaucoup d'amour pour jouer dans l'antre de la propagande. Et on peut trouver 50 000 photos des soldats de l'armée israélienne avec des drapeaux LGBT, notamment justement ce fameux drapeau qui a été mis sur le tract, qui est le drapeau du pinkwashing israélien. C'est pas un drapeau fabriqué un montage où on prend le drapeau LGBT, on met le... Comment dire, oui, parce qu'il y a ce drapeau-là sur le tract, il y a un drapeau LGBT avec une étoile de David. Mais effectivement, c'est un drapeau qui est utilisé à la Pride de Tel Aviv
dans lequel elle a joué. Donc ce drapeau-là n'est pas un montage antisémite en disant on va prendre le drapeau LGBT puis on va dire que c'est un truc de juif les LGBT en mettant le, tu vois, c'est Puis l'étoile de littéralement David, c'est un signe du judaïsme, mais jusqu'à la preuve du contraire, c'est aussi le signe qui est présent sur le drapeau d'Israël. Ben oui, Et je veux dire, moi, quand je vois ce drapeau-là, je me dis, tiens, c'est le drapeau d'Israël en mode LGBT. Je me dis pas, c'est pour dire qu'elle est juive, blablabla. c'est ça, tu vois, mais c'est n'importe quoi. donc t'avais ça et puis t'avais du sang, c'est sur voilà. Bah oui, moi je trouve que le tract pour le coup, c'est là où je te dis il y a un truc bizarre parce que Mathilde Panot reconnaît le mauvais tract, je sais pas quoi, je trouve que c'est pas du tout le bon narratif. Je trouve que le tract n'est pas problématique. Il y avait du sang sur ce drapeau, oui, ce drapeau-là est ensanglanté parce qu'il sert une propagande génocidaire. Le tract me paraît faire et conforme quoi. Ouais, et c'est intéressant quand tu dis la militante de l'amour et tout, parce que, en fait, on voit justement, mais ce qui est l'archétype de la gauche Biden, de la gauche Kamala Harris, de la gauche Emmanuel Grégoire, c'est des gens qui considèrent, parce qu'ils sont pour des potentialités individuelles dans le centre impérialiste, pour des droits LGBT, mais toujours individuels, hein, pour des droits, qu'il n'y ait pas de discrimination sur la religion ou des choses comme ça, tu vois. Mais ça va jamais être des réelles campagnes qui permettraient, en tant que collectif, à des gens de s'en sortir. Ça va toujours être pour qu'une personne, je sais pas, racisée ou LGBT puisse réussir individuellement, tu vois. Mais ces potentialités individuelles-là, en fait, reposent sur la domination de la périphérie et sur tout un logiciel qui déshumanise certaines personnes qui vont pas y avoir accès et même dont on va justifier le fait qu'on les domine parce qu'ils ne seraient pas assez dans le progressisme et tout ça. Et c'est justement ce genre de militante qui crée parfois, tu sais, chez certaines populations racisées, un peu de la confusion, qui vont confondre, tu vois, le progressisme et l'impérialisme, parce qu'en fait, il y a un progressiste impérialiste. Nous, on avait défendu, tu te souviens, face à Wissam et Samir notamment, de PDH, le progressisme, en disant le progressisme, c'est pas forcément l'impérialisme. Mais c'est vrai qu'il y a un progressisme impérialiste qui est en crise aujourd'hui, parce que vous n'aurez pas manqué quand même qu'aujourd'hui, c'est Biden qui domine et c'est pas la gauche Kamala Harris. Mais en France, c'est toujours assez puissant. Beaucoup moins aux États-Unis, mais en France, vous avez toujours ce PS, Emmanuel Grégoire, machin, qui va nous dire, je sais pas, Glucksmann aussi un peu là-dedans, Macron était là-dedans en 2017, on a vu que le masque est tombé, hein, mais qui vont nous dire qu'en gros, voilà, eux, ils sont pour les droits individuels, mais ils vont jamais être pour, je sais pas, les droits des Iraniens à être maîtres dans leur pays, le droit des Palestiniens à être maîtres dans leur pays, parce qu'en fait, pour eux, les Iraniens et les Palestiniens, c'est quand même des gens qui ne respectent pas le droit des femmes, et donc ça leur permet de dire qu'au fait, les bombarder, c'est pas si grave que ça, quoi. Il y a vraiment ce logiciel-là, et elle, c'est vraiment ce qu'elle incarne. Je suis pas la militante de l'amour non plus pour tout le monde, quoi. Je suis la militante de l'amour, mais à un moment donné, quand c'est pour la gauche radicale ou quand c'est pour des gens qui luttent contre un génocide, là, c'est plus la militante de l'amour. Exactement. C'est très intéressant ça, parce qu'il faut bien comprendre justement ce double jeu du centre impérialiste par rapport à la périphérie sur le soi-disant progressisme. Le capitalisme et le centre a maintenant quasiment recouvert l'intégralité de la planète. On est dans un capitalisme, non pas impérialisme en tant qu'expansionniste, comme pouvait le voir Lénine ou à l'époque Kautsky, enfin il y avait des débats là-dessus, ou Hilferding ou Luxembourg, bref. Mais on est dans un impérialisme stable, c'est-à-dire un rapport d'expropriation de la périphérie par le centre. Voilà, un rapport d'exploitation de la périphérie par le centre. Beaucoup de penseurs, il faut aller chercher les penseurs effectivement comme Amilcar Cabral, Samir Amin, on en a déjà parlé là-dessus, montrent qu'en fait le développement et le soi-disant sous-développement de la périphérie vient non pas d'un retard de phase, mais de ce rapport dissymétrique, du fait que pour pouvoir exploiter, il faut qu'il soit sous-développé. Exactement comme pour pouvoir exploiter la force de travail, quand vous êtes dans un rapport bourgeois-prolétaire, il faut que vous ayez des gens qui vendent leur force de travail. Cette exploitation, elle repose là-dessus. Et ce qui est très intéressant, le développement même de, comme tu dis, des droits individuels, etc., est empêché par cette exploitation et le fait de contenir ces pays-là dans le sous-développement. Cabral parlait justement du sous-développement comme non pas un état de fait, mais comme une politique générale, et il montrait que l'Afrique devait reprendre ses ressources pour pouvoir justement être plus libre, être plus émancipé et progresser. C'est ce que va reprendre Amin, etc. Et donc il y a un double jeu, du centre qui, en plus, est de plus en plus réactionnaire, de plus en plus validiste, de plus en plus raciste, de plus en plus, tu vois ce que je veux dire, anti-LGBT dans ses politiques concrètes, tu vois, sur la sécu, sur l'inclusion, sur le chômage, etc. Et donc, qui va surjouer, soi-disant, ses droits, parce qu'elle a un minimum de plus par rapport à la périphérie.
qui justement ne les a pas parce qu'elle n'a pas les conditions matérielles pour pouvoir les avoir, parce que justement elle empêche le développement des conditions matérielles. Donc là il y a un double jeu, et c'est ça qu'on expliquait à Wissam, c'est de dire mais en fait ils ne sont pas progressistes, mais ils tiennent une dissymétrie qui les fait passer pour progressistes quand ils obligent la périphérie à l'être beaucoup moins, tu vois. Et donc c'est ça qu'il faut comprendre, c'est-à-dire que la périphérie, et il y a des mouvements émancipateurs, communistes, etc., qui se battent et pour la réappropriation des droits sociaux et pour justement l'émancipation. Et les vrais pays socialistes, on parle de Cuba en ce moment, c'est important, mais les Cubains, les Vénézuéliens, qui sont ceux qui ont le plus, repris leur force productive, sont celles aussi qui ont dépénaliser l'homosexualité, enfin tu vois, sont à la pointe avancée dans la périphérie sur aussi ces droits-là. Il n'y a pas de contradiction entre les deux. La vraie contradiction entre les deux, elle est fabriquée par le centre impérialiste, justement parce que cette apparence progressiste, c'est exactement comme les gens qui vous disent « Ah mais en fait, plaignez-vous pas de crever la dalle 10 jours sur 30 en France », les ouvriers, parce qu'en fait, ça pourrait être pire en Afrique. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça. C'est la même chose sur le progressisme et sur les droits individuels. Donc, il faut bien comprendre ça. Ce que tu disais, le progressisme existe véritablement. Ce que vend la propagande du centre, et Israël fait partie du centre impérialiste, est littéralement un mensonge. Voilà, c'est pas le vrai progressisme qui serait l'arme de... Voilà, c'est littéralement un mensonge. Et d'ailleurs, on le voit, Netanyahou, Trump, etc. sont fondamentalement régressifs, réactionnaires dans leur politique, anti-wokistes, anti-LGBT, voilà. Il suffit de voir Musk, commence à parler de ça, mais ils sont totalement réactionnaires là-dessus, mais ils fabriquent une périphérie par la dissymétrie qui serait encore plus réactionnaire qu'eux pour pouvoir se donner encore des apparences. Donc c'est vraiment très important, il ne faut pas rejeter le progressisme concret par rapport aux fables progressistes que vous raconte un centre impérialiste réactionnaire. Et là, je suis vraiment en colère parce que déjà, ce tract, c'est pas juste un drapeau avec une étoile juive, mais j'ai quand même du sang sur moi. Oui. Ça a quand même eu son importance. Un mauvais tract, dit Et Mathilde ce Panot. n'est pas un mauvais tract, c'est un... Non, mais je veux dire, moi je trouve ça incroyable, elle croit qu'elle tombe des nues. Ah oui, t'es dans un pays qui génocide des gens, t'as du sang sur toi sur le tract. Enfin, c'est les mêmes personnes qui nous expliquaient qu'il fallait être Charlie il y a 10 ans quand c'était pour taper sur les musulmans. Hein. Et là, aujourd'hui, ils nous expliquent que c'est une honte de faire un tract avec du sang pour quelqu'un qui a soutenu la loi Yadan. Enfin, je veux dire, c'est complètement fou. Enfin. C'est une folie, c'est une folie. Alors, les revenus, soi-disant, sur le truc, etc., pour pouvoir aujourd'hui faire toute cette zumba en disant ouais, mais quand j'entends sioniste, j'entends juif. Ouais, d'accord. Et si c'est pour. Pas besoin de signer la loi Yadan pour pouvoir à la fin dire ça, quoi. Bah oui, c'est l'archétype même du fait que ce qu'elle avait signé, elle est toujours d'accord avec, parce qu'elle considère que critiquer le sionisme, c'est critiquer les juifs. Donc c'était vraiment la loi Yadan, ça. L'antisionisme et l'antisémitisme. Elle dit ah non, mais j'ai enlevé mon soutien. Si j'imagine pour continuer un peu, parce que évidemment, comme c'est quelqu'un qui est intégré aussi dans des milieux de gauche, il y a des gens qui sont contre ça. Elle a dû se faire taper dessus peut-être par même des amis ou des collègues, et ça devait peut-être pas être très très bon aussi pour sa carrière. Mais au fond, en fait, elle pense toujours que l'antisionisme est de l'antisémitisme. Tu vois. Alors que l'antisionisme est l'anticolonialisme. Vous ne pouvez pas être anticolonialiste. Et je parle bien de colonialisme, on a parlé d'impérialisme tout à l'heure, parce qu'il y a deux dimensions. On peut être impérialiste sans être colonialiste, surtout en 2026. Mais Israël est colonialiste et impérialiste. Et pour le coup, l'antisionisme est un sur Brexit, on entendait que anticolonialiste. c'était un projet décolonial. Ouais, mais ça, c'est... Alors là, tu vois, tu cites... c'est la fille... Ça le fait monter, Christ. La fille... La fille Assouline, là... Et ça, c'est typiquement la nouvelle propagande israélienne, tu vois, cette idée que ce serait anticolonial. Et tu sais, maintenant, la dernière propagande, c'est l'autodétermination des peuples. Ce serait genre l'autodétermination des peuples de soutenir Israël. Ce serait, vous êtes antisémite parce que vous ne voulez pas que ce peuple-là particulièrement n'ait pas le droit à son autodétermination. L'autodétermination des peuples, ça a déjà été un débat dans le communisme, etc., avec Luxembourg, qui justement réfutait ça. On en a parlé dans la capsule sur Jean-Philippe Tanguy. Ça n'est pas l'alpha et l'oméga, et surtout, même chez Lénine en parle, ça n'est pas un droit absolu pour pouvoir en coloniser un autre. Si un peuple se décide comme colonial et essaye de reprendre des terres et essaye d'évacuer une population d'un pays, de la génocider comme c'est le cas aujourd'hui pour pouvoir s'autodéterminer, tous les communistes et les anticoloniaux et les anti-impérialistes doivent le dénoncer. Donc l'autodétermination est une fable qui, justement, sert aussi, à un moment donné, un agenda colonialiste, impérialiste et du centre,
Et c'est ce que dénonçait à l'époque Luxembourg. Donc le débat sur l'autodétermination, il est fondamental. Ça ne veut pas dire qu'on doit toujours avoir une position absolue, c'est soit toujours bien, soit toujours pas bien. Non, on doit regarder l'analyse concrète de la situation concrète. Effectivement, l'autodétermination du peuple palestinien en 1947 et depuis est fondamentale et on doit la défendre. L'autodétermination du peuple israélien qui se fait sur le colonialisme, sur la colonie de peuplement et sur la Nakba, c'est-à-dire le fait de faire disparaître des gens d'une terre, ça, c'est profondément réactionnaire et il faut le combattre. Moi, je voulais juste te montrer aussi quelque chose, en fait, qui me fait me dire que peut-être qu'il y a aussi une part de fausse conscience un peu chez elle. Tu vas voir ça. En gros, c'est un extrait qui est sorti en 2024 sur le Média Frontière. Donc, c'était à l'époque où l'extrême droite s'intéressait à elle, la cyberharcelée et tout ça. Et tu vois, l'extrait est assez intéressant parce que c'est vraiment cette gauche du centre impérialiste qui, d'un côté, donne un peu aux pauvres, c'est pour se donner bonne conscience, et de l'autre côté, est pro-génocide, tu vois. Regarde ça. Maxime, je te présente Abdel. Enchanté, Maxime. Enchanté. C'est mon petit chouchou. Je l'ai suivi dans l'association dans laquelle j'étais qui s'appelle le BAM. D'accord. Le bureau d'accueil et d'accompagnement des migrants. Puis on est devenus amis et tout ça. Et donc il me suit un peu dans mes petites aventures. Oh, la condescendance du truc. Tu vois, c'est des gens qui, d'un côté, soutiennent, alors inconsciemment ou pas, un génocide, tu vois. Et de l'autre côté, sur la ouais, mais Abdel, il est super. Oh, mais... Vraiment, mais moi, je crois que je préfère Marco Rubio, qui au moins te dit je suis un FDP et voilà, je vais assassiner des mecs, que des gens qui sont dans une fausse conscience de ouf, qui au final font du soutien même politique en disant qu'ils sont contre et tout, mais au final soutiennent les mêmes politiques, et de l'autre côté te disent oui, mais moi j'ai donné une pièce dans la rue, j'ai fait pipi sous la douche. Mais à la fin, ça donne cette même inconséquence et cette condescendance. On parlait tout à l'heure de la dissymétrie là, de l'impérialisme, il faut comprendre ça, c'est que aussi tu peux retirer des gains à essayer de compenser. Tu vois, ne jamais remettre en question cette dissymétrie parce que tu fais jamais cette analyse-là profondément et tu combats jamais vraiment. Et par contre, tu essayes exactement d'avoir une apparence. On appelle ça les jansénistes, nous. Vous savez qu'on écrive un livre là-dessus. Mais vraiment, tu sais, dans un monde mauvais, moi, individuellement, je fais le maximum, tu vois. Et du coup, t'existes comme quelqu'un au centre, dans le monde mauvais du centre, qui est gentil avec la périphérie, alors qu'en fait, tu reproduis et tu donnes des moyens au centre de ne jamais le critiquer et de l'abattre définitivement. Barbara Butch sert à ça. À la fin, c'est un bouclier humain du centre-impérialisme pour pouvoir continuer d'exister sur la violence contre la périphérie. C'est exactement ça, quoi. Bon, ensuite, on va pas regarder l'interview entière parce que ça dure 9 minutes et tout, c'est un peu chiant. Mais en gros, elle est passée sur France Info avec son avocate. Mais déjà, non mais, enfin, c'est là où, c'est pour ça que nous on dit que c'est un coup monté. Alors, c'est pas, si c'est monté, voilà, c'est une opération. Mais c'est une opération de com, au moins après coup. Tout est repris, elle passe dans tous les médias du monde et tout. Enfin, c'est un peu le délire. Et elle vient dire, quand l'extrême droite et la gauche radicale se retrouvent sur un sujet, c'est quand même un signe de quelque chose de très grave qui est en train de se mettre en place. Voilà. Là, c'est vraiment, mais le truc de Le Pen égale Mélenchon, on a annoncé ça depuis 2 ans, là on est dedans. Là. C'est même plus loin, c'est les nazis main dans la main avec le KPD. Tu sais, c'est vraiment, on a tout annoncé, genre on jubile parce que vraiment, cette opération, et nous on est là pour ça, justement pour vous faire conscientiser, ne vous faites pas avoir. Cette Cette opération sert à, tu sais, à faire ce que nous on a dit dans la prophétie, à arriver à la fin à un match serré entre les deux gauches, quoi. Un 17-17 pour faire baisser Mélenchon. Donc tout ça sert à ça. Et donc ils sont en train de le fabriquer là. Et donc ne vous faites pas avoir. Et on vous donne nous les clés pour pouvoir, autour de votre famille, de vos amis, etc., arrêter de croire que Barbara Butch va défendre une gauche radicale et de rupture. Elle maintient le système tel qu'il est, quoi. En plus, ce qui est complètement con, c'est qu'elle dit quand elle se retrouve sur un même sujet, mais ils se retrouvent pas sur un même sujet. Elle s'est faite critiquer par l'extrême droite parce qu'elle représentait une femme obèse, lesbienne, qui faisait un pastiche de la scène, tu vois. C'est pour ça qu'elle s'est fait critiquer. La gauche ne l'a pas critiquée sur ce sujet-là. La gauche la critique parce qu'elle est allée à la Pride de Tel Aviv après 2 ans de génocide et parce qu'elle a signé quelque chose qui assimilait l'antisionisme et l'antisémitisme. Donc c'est pas du tout sur le même sujet qu'ils se retrouvent, parce que là, Barbara Butch qui fait aujourd'hui, c'est exactement la ligne de Jean-Philippe Tanguy. Donc celle qui se retrouve main dans la main avec l'extrême droite, qu'est-ce qu'elle raconte sur le sujet actuellement de est-ce qu'il faut ou pas critiquer les gens qui vont à la Pride de Tel Aviv? Barbara Butch a la ligne de l'extrême droite. Elle a exactement la même ligne. Donc faut qu'elle arrête de faire croire que c'est la gauche radicale et l'extrême droite qui se retrouvent dessus. Et dans les éléments de langage de propagande israélienne, il y a un truc du style, mais ça prouve que vous êtes antisémite puisque vous considérez que c'est le combat principal. Oui, et ça, baissez pas les yeux, les gens. Baissez pas les yeux.
oui, vous pouvez me traiter d'antisémite, tout ce que vous voulez. Combattre un génocide et faire arrêter Netanyahou par un tribunal international, c'est le combat de toutes les gauches de rupture. Donc laissez-vous pas faire, baissez pas les yeux. Vous répondez, oui, c'est le combat principal. Vous ne pouvez pas être de gauche radicale si ce combat-là est le 5e, 6e de votre préoccupation. Donc surtout, même si on vous traite d'antisémite pour ça, ça fait partie des combats. C'est parce que justement, ils ne veulent pas que ce soit l'agenda d'une vraie gauche, de l'anti-impérialisme. Il faut voir même comme ils traitent des gens comme Mamdani, etc., qui sont pas Staline, tu vois ce que je veux dire? Ça fait partie des choses sur et tu parlais tout à l'heure de Trump et de la société Israël, mais regarde les Milei, le Colombien là qui a été élu, etc., le rapport qu'ils ont avec Israël, tous les comment dire, les plus tarés réactionnaires, colonialistes et libertariens du monde, c'est-à-dire de la nouvelle phase du capitalisme après le néolibéralisme en crise, c'est-à-dire retour à une espèce d'ultralibéralisme sauvage, sont alignés sur Israël d'une manière importante et pas par hasard, pour des faits matériels concrets. Parce que c'est un État qui légitime la violence anti-humaniste grave contre des populations pour exister matériellement et continuer de faire du profit et de continuer de pouvoir s'étendre. C'est Israël, au-delà des intérêts matériels que certains peuvent avoir, leur donne cette légitimité d'un capitalisme et d'une violence ultra sauvage qui normalement ne devrait plus exister, quoi. Mais ce qui est assez intéressant, c'est qu'en France, mais en fait, les soutiens d'Israël, c'est pas tant l'extrême droite que le centre et notamment le PS. Hein. Je suis d'accord, au Colombie, la première chose que veut faire de l'Espriella, c'est donc le zinzin pour Milei, c'est de rétablir. Il a dit première chose que je rétablis les relations diplomatiques avec Israël. Le mec, la première chose qu'il fait en arrivant au pouvoir, il fait ça. Mais quelle a été la première chose qu'a fait Trottmann à Strasbourg? Ça a été de remettre le jumelage avec Ramat Gan, je crois, la ville israélienne avec laquelle Strasbourg était jumelée avant d'avoir un maire NUPES, quoi. Et vraiment, le rapport avec Israël en France, c'est vraiment plutôt le centre et puis plutôt le Parti socialiste. Alors, LR aussi, mais historiquement, c'est quand même très, très marqué au Parti socialiste. Hein. Et on oublie de rappeler que la maire de Grenoble est la sœur de François Ruffin, qui justement veut construire toute une gauche, on parlait du PS tout à l'heure, toute une gauche derrière lui, contre Mélenchon, et qui a piscine, foot ou je sais pas quoi, ou qui est en train de faire du stop pendant qu'il y a un génocide. Hein. Donc c'est, tu vois, l'agenda, il est clair. Ouais. Bon, on va finir juste pour continuer à montrer un petit peu l'opération de com qu'il y a derrière tout ça. Libération qui titre « L'antisémitisme a pris un autre visage. Barbara Butch témoigne après l'interruption de son concert à Grenoble. » Puis en plus, elle t'explique que c'est une violence inouïe. Mais t'as l'impression... Non, mais t'as l'impression que la meuf, elle a été, tu sais, genre... ça me rappelle, tu sais, l'affaire à limite, c'est le gang des barbares. Tu sais, genre, demain, on va dire, c'est les mecs qui sont intervenus, c'est le gang des barbares. La meuf, elle a été séquestrée. Je veux dire, t'as été huée. Alors, effectivement, une personne... Mais je vous dis, moi, je le dis clairement, allez huer. Allez, c'est gentil, huer, balancez pas des trucs. Tous les gens de gauche, allez huer Barbara Butch à chacun de ses prestations. Je veux que cette meuf, elle soit comme Macron quand il rentre dans un stade, qu'elle entende des sifflets. Je veux dire, parce qu'elle n'a pas l'habitude. Bah oui, parce qu'elle avait tous les capitaux symboliques, pardon, je fais du Bourdieu, voilà, de la meuf de gauche, radicale, etc. dans ces festivals-là. Maintenant, il faut qu'elle soit huée et qu'elle comprenne ce qu'elle est. C'est-à-dire une propagandiste anti-gauche de rupture et pro-génocide. Ouais, bon, on va s'arrêter là-dessus. Juste, je voulais rappeler d'ailleurs quand tu disais que c'était le combat principal, mais justement, je crois qu'il en parle dans notre film À l'assaut du ciel, Cuba ou la solidarité anti-impérialiste. Saïd, quand il dit qu'à une époque, en fait, les anti-impérialistes, ils considéraient qu'il y avait 3 combats principaux. C'était l'apartheid en Sud-Afrique, en Afrique du Sud, le Vietnam et la Palestine. Et bon, l'apartheid a pris fin en Afrique du Sud, le Vietnam a fini par être libéré, mais la Palestine n'est pas encore libérée. Et en fait, ça reste quelque chose de principal parce que il y a, on le voit, hein, tout l'enjeu à la fois des Occidentaux qui sont dans le coup, le rapport aussi à le génocide juif pendant la Seconde Guerre mondiale, une sorte de rapport ambivalent des Européens par rapport à ça, à la fois de devoir quelque chose de juif, mais de pas le donner soi-même, mais de donner une terre qui est pas à eux, enfin un truc totalement honteux là-dedans. Après je le rappelle, c'est important comme de le dire, c'est aussi une revendication du sionisme mais historique, hein, tu vois. Évidemment. Mais je veux dire, les Européens aussi ont du mal à gérer, et notamment la gauche à gérer cette question-là, parce que il y a eu la Shoah, tu vois. Il y a eu la Shoah, ce serait plus facile de gérer cette question-là sans passer pour un antisémite. Et d'ailleurs, tu te retrouves du coup des fois quand tu milites
Totalement. sur ces questions-là avec des gars genre Alain Soral qui, pour le coup, eux, sont antisémites. Ce qui, justement, a permis de mettre la gauche radicale pro-palestinienne dans le coin des antisémites pendant très longtemps. Tu vois. Alors, Clairement. aujourd'hui, Alain Soral ne représente plus grand-chose, tu vois, mais à une époque, notamment sous Manuel Valls, c'était le délire, ce truc-là. Tu vois. Et donc, ce que je veux dire, c'est que c'était un combat principal à une époque où il y avait d'autres combats principaux qui ne mettaient pas du tout en jeu les Juifs. Et aujourd'hui, c'est encore un combat principal. Et heureusement, il n'y a plus ce combat de l'Afrique du Sud. On pourrait dire qu'il y a des combats qui sont en train de naître. Moi, je pense que le combat de Cuba est aussi un combat principal avec ce qui se passe actuellement à Cuba, qui peut ressembler à un génocide. Ce fait de vouloir à tout prix enlever l'électricité à des gens, de laisser crever des enfants et tout, c'est quand même pas rien. Saïd le dit bien, le génocide depuis le 7 octobre, c'est une accélération. Mais il y avait déjà un génocide culturel à petit feu, quoi, tu vois, avant, quoi, en Palestine. Ouais, et donc faut pas se laisser avoir sur ce truc-là par ce genre de chantage à l'antisémitisme sur des combats qui sont nobles au final. Oui, parce que je vais finir là-dessus rapidement, mais les gens ne sont pas dupes. Voyez, moi je crois vraiment que Mélenchon peut gagner. Et s'il y a une dimension que Mélenchon peut incarner, parce qu'on est dans la présidentielle, nationale, tu vois, de rassemblement, c'est cette posture de la France, tu sais, d'une France même un peu gaulienne, tu vois, à distance, tu vois, des agendas atlantistes, etc. Tu vois, comme Chirac à un moment donné, en 2003, tu sais, avec Villepin et tout. Je pense que ça, c'est ce qui incarne pour la majorité des populations, une certaine dimension de la France, c'est-à-dire de ne pas parler avec les surpuissants quand ils ont leur agenda. Et les masses, à mon avis, il suffit d'en parler autour de vous, trouvent le truc illégitime. Vraiment, je dis souvent, on est dans le rapport à Israël, entre les médias et les masses, comme le rapport à 2005, tu sais, au traité constitutionnel, où tu avais 99% des gens qui étaient pour défendre un truc, alors que les masses, elles, étaient beaucoup plus partagées et même étaient dans la position adverse. C'est la même chose, et il faut absolument que l'AFI fasse de la Palestine, comme tu l'as dit, le sujet principal, de la rupture, quoi, et d'une rupture géopolitique, internationale, d'une France beaucoup plus humaniste, etc., qui ne va pas aboyer avec les loups là-dessus. Il ne faut surtout pas mettre ce débat sous le feu. Ça peut aller chercher effectivement le camp de la rupture de gauche, ça c'est fondamental, il faut aller le chercher, il faut le solidifier, mais ça peut même aller chercher des gens, tu sais, un peu plus âgés, qu'ils n'ont pas facilement, ou des gens de droite, ou des gens du centre, qui ne veulent pas d'une France alignée avec les Américains et alignée avec les génocidaires israéliens. Je pense vraiment que les masses françaises en ont ras-le-bol, qu'on puisse exterminer un peuple sans rien dire, quoi. Bon, déjà, en vrai, il faudrait arrêter de faire voter les Français de l'étranger. On n'aurait pas 40 ans, mais Raviv. Non, c'est quand même incroyable que le Likoud ait un député en France constamment, tu vois. Une folie. Parce que la circonscription des Français de l'étranger où il y a Israël, en fait, les Israéliens, c'est genre 80% des votants, et donc c'est toujours un député pro-israélien zinzin. Gadon est pire. Totalement dingue. Voilà, je veux dire, c'est incroyable. Bref, bon, on va s'arrêter là. N'hésitez pas à aller voir sur le site la-brèche.org où on a actuellement les diffusions qui sont en train de bien de se mettre en place pour le film qu'on a tourné donc, du coup, à Cuba sur la tricontinentale et l'anti-impérialiste qui s'appelle Cuba ou la solidarité anti-impérialiste à l'assaut du ciel. Vous avez un onglet projection, donc vous pouvez voir les projections qui sont déjà validées. Alors dans ces projections-là, il y en a sur une carte quand on a vraiment l'adresse. En dessous, il y en a où c'est celle où on n'a pas exactement l'adresse. N'hésitez pas d'ailleurs quand vous remplissez, quand vous demandez une projection, à mettre vraiment bien toutes les informations, l'adresse, l'organisation. Faut que ça se diffuse, faut aller à fond, ça fait partie des sujets qu'on traite d'anti-impérialisme. N'hésitez pas aussi quand vous avez fait une demande, allez voir dans vos spams parce que parfois on vous avait répondu et c'est dans vos spams, donc allez voir ça. Sur ce, comme d'habitude, abonnez-vous, donnez sur le Tipeee, c'est ce qui nous aide le plus. Faites tourner ces vidéos et sur ce, on vous dit à plus. Salut les gens.